Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne podcast d'IFP Énergie Nouvelle. La fois dernière, nous découvrions les risques que fait peser la transition énergétique sur le cobalt. Aujourd'hui, c'est au tour du cuivre. Métal connu de tous, il ne préoccupe pas autant que le lithium ou les terres rares, et cela bien à tort. L'économiste prospectiviste Emmanuel H est de nouveau avec nous aujourd'hui pour faire part des résultats obtenus avec son équipe. Bonjour Emmanuel H. Bonjour. Alors, pourquoi est-il si important de parler du cuivre dans la transition énergétique ? Racontez-nous. Écoutez, il est très important de parler du cuivre dans la transition énergétique, tout simplement parce qu'on aborde là les métaux de structure. Généralement, quand on parle de transition énergétique et qu'on étudie le rapport aux ressources, on est plutôt sur les petits métaux ou les métaux rares de type le cobalt, le lithium. Or là, le cuivre, on a face à nous un gros métal, un métal de structure qui est couramment employé dans de nombreux secteurs, notamment dans les câbles, les fils électriques, dans la plomberie, dans les équipements électroniques, dans le secteur du transport ou dans les bâtiments. Mais le cuivre, il attire de plus en plus l'attention en tant que matériau essentiel dans le cadre de la transition énergétique. Pourquoi ? Tout simplement parce que les contenus en cuivre des technologies bas carbone sont supérieurs à ceux des technologies conventionnelles. Si par exemple vous prenez l'exemple du transport, un véhicule thermique, ça comprend environ 20 kg de cuivre. Si vous passez à une hybride, vous êtes autour de 40 kg. Si vous passez à l'électrique, on va monter jusqu'à 80 kg de cuivre. Et encore, pour de très très gros modèles, on peut monter autour de 200 kg. Et si vous regardez un petit peu les technologies de génération d'électricité, si vous prenez par exemple par mégawatt installé, entre une centrale à gaz ou une centrale solaire, vous allez avoir un rapport de 1 à 10 pour le cuivre utilisé. Et donc, tous ces facteurs vont faire qu'en cumulé, on va avoir une augmentation de la demande de cuivre à l'horizon 2050. Et juste un dernier chiffre, en termes de consommation, selon nos scénarios, 4 degrés ou 2 degrés, on devrait avoir une consommation annuelle en 2050 entre 86 millions de tonnes et 102 millions de tonnes, soit environ 4 fois la consommation actuelle. Et si la demande en cuivre explose comme prévu, avons-nous les ressources pour y faire face ? Alors, c'est une vraie problématique. Pourquoi ? Parce que nous, dans le jargon des économistes qui travaillent sur les matériaux de la transition énergétique, on dit généralement petit métal, petit problème, gros métal, gros problème. Et avec le cuivre, on risque d'avoir un vrai problème. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le cuivre, de tous les matériaux que nous avons étudiés, c'est le métal le plus critique à l'ensemble de nos travaux à l'horizon 2050. Les résultats de notre modélisation montrent notamment que dans un scénario 2 degrés, avec une mobilité traditionnelle, on risque d'avoir une consommation cumulée rapportée aux ressources identifiées en 2010 à environ 130%, c'est-à-dire qu'on aura largement dépassé le mur de la criticité. Un constat assez inquiétant donc. Et de quel levier disposons-nous pour réduire la pression sur ce métal ? Alors, à notre sens, nous avons 3 leviers. Le premier, c'est la substitution. On peut déjà substituer du cuivre par d'autres éléments, notamment de l'aluminium dans les câbles électriques. Le problème, c'est que si vous substituez de manière massive, vous ne faites que reporter le problème de criticité sur un autre métal. Le deuxième, c'est le recyclage. À l'heure actuelle, on considère que le cuivre, c'est un métal qui se recycle très bien. Dans notre modèle, nous avons mis environ un taux de recyclage d'environ 45%. Mais le problème avec le recyclage, c'est que si je veux faire court, ce qui se recycle très bien est utilisé très longtemps. Par exemple, dans le secteur du bâtiment ou dans le secteur des infrastructures, on a des taux de recyclage qui sont supérieurs à 50% et qui peuvent approcher les 65%. Or, ce cuivre-là va être immobilisé pendant 50 ou 60 ans. Dans les secteurs des biens de consommation, on a un taux de recyclage qui est beaucoup plus faible, autour de 35%. Mais vous avez des produits qui tournent beaucoup plus vite. Le problème, c'est bien évidemment comment changer les comportements des consommateurs pour qu'ils recyclent le cuivre dans les biens de consommation courantes. Le troisième levier, c'est la mobilité. Alors, dans nos calculs, on peut réduire la consommation de cuivre du secteur transport en passant d'une mobilité traditionnelle à une mobilité soutenable. Et on va réduire d'environ 13% la consommation du secteur transport, ce qui ferait en global, tout secteur confondu, une réduction de la consommation de cuivre de 2,3%. Eh bien, gageons que les États intègrent ces considérations dans leur politique rapidement, d'autant qu'un pays a déjà anticipé avant tout le monde les besoins à venir, la Chine, ce qui constitue un autre risque géopolitique d'importance. Pouvez-vous nous expliquer ?
Alors oui, lorsqu'on parle des États qui intègrent déjà les considérations de criticité ou d'approvisionnement, on pense tout de suite à la Chine. Pourquoi ? Parce que la Chine ne possède que 8% des productions minières du minerai de cuivre, mais elle réalise environ 40% des activités de raffinage. Hein. On estime que 4 des 5 premières raffineries de cuivre au monde sont déjà sous pavillon chinois. Et la Chine, c'est aussi le premier consommateur mondial de cuivre, avec environ 50% du cuivre raffiné. Alors, comment fait la Chine ? La Chine, elle importe beaucoup. Elle importe déjà plus de 45% des importations de cuivre au niveau mondial. Et surtout, la Chine, elle a mis en place une politique pour aller chercher le cuivre à l'extérieur. Alors, cette politique, elle a débuté dans les années 2000. Hein, c'est ce que l'on appelait la going out policy, c'est-à-dire aller chercher à l'extérieur. Et cette stratégie, elle a permis notamment de renforcer la présence chinoise en Afrique, en Asie et en Amérique latine, à travers notamment des investissements directs à l'étranger ou avec ce que l'on appelle les accords ressources contre infrastructures. C'est-à-dire que la Chine, elle va financer des infrastructures contre un approvisionnement en matières premières, et notamment en cuivre, de la part des pays dans lesquels elle investit. Et notamment, ce qui est très intéressant, c'est la politique chinoise en Amérique latine. Hein, depuis les années 2000, elle a signé des partenariats stratégiques avec environ 9 pays d'Amérique latine, dont notamment le Chili et le Pérou, qui sont les 2 premiers producteurs de cuivre. Et à l'heure actuelle, on peut estimer que la Chine, elle contrôle, via ses investissements directs étrangers, un tiers des ressources de cuivre au Pérou. Eh bien, encore merci Emmanuel H pour cet entretien. Merci. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de notre série qui sera concerné cette fois-ci aux terres rares.